L'art est un acte de création et la connexion, elle, agit comme un pont. Pour moi, nous sommes tous connectés à tout. Ce qui me semble essentiel, c'est savoir écouter, comprendre et accepter la contradiction. C'est d'identifier avec empathie nos émotions et leurs sources. C'est avoir de la connexion avec d'autres personnes. Avoir cette petite étincelle qui fait qu'on est sur la même longueur d'onde. Et puis à partir de ce lien, de pouvoir partir à la rencontre de l'univers de l'autre. Je dirais le point commun entre les deux activités, c'est l'humour. Je fais des dessins humoristiques et je fais du théâtre d'humour. C'est vraiment très vite, l'humour pour moi, c'est une valeur haute. C'est vraiment quelque chose que je trouve important. Quand on fait rire les autres, il y a un côté très bon pour l'ego, mais il y a aussi un côté, on donne du plaisir. Les gens qui rient, ils ont du plaisir en général. Même quand on vit, par exemple, des périodes dramatiques, même dans le cadre d'un décès ou d'une chose comme ça, tout d'un coup, une blague, un bon mot peut faire l'espace de 10 secondes oublier la douleur qu'on peut ressortir dans un décès. Donc ouais, je pense que le rire, c'est du plaisir, c'est un pansement. C'est ça en fait que je souhaite communiquer aux gens. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de l'art de connecter. Aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir Alain Delalleuil. Je vous l'ai dit, l'art de connecter, c'est aussi recevoir des artistes qui viennent partager avec vous leur mode d'expression. Et pour Alain, clairement, c'est le dessin. Alain, on se connaît depuis de nombreuses années parce qu'on a fréquenté les bancs d'école ensemble. On était d'ailleurs au gymnase tous les deux. Je me rappellerai toujours de lui, Alain, couché sur sa table, en train de faire des dessins parce que définitivement, il s'ennuyait en classe. Mais ça, il le dira mieux que moi. Alain, aujourd'hui, des années après, je ne vais pas vous dire combien, vient partager son parcours avec nous, de comment aujourd'hui il allie son art, sa manière de se connecter aux autres, sa famille. En tout cas, c'est un interview très riche et je me réjouis que vous puissiez le découvrir. Donc, sans plus attendre, je vous laisse à ma conversation avec Alain. Bonjour Alain. Bonjour. Merci de partager ce moment avec moi aujourd'hui. Je suis ravie de t'accueillir. Merci pour l'invitation. Je me réjouis de voir à quelle sauce je vais être mangé. Ça commence fort puisque je vais te demander de te présenter sous la forme d'une métaphore. J'ai dû réfléchir un petit peu à ça parce que je ne fais pas des métaphores tous les jours, surtout me concernant. Pour cela, je crois que je vais en fait utiliser une référence littéraire, mais qui parlera aux gens qui ont mon âge. Je suis né en 1977, j'ai grandi dans les années 80, début 90. Donc je dirais que ma métaphore est la suivante, c'est que ma vie, c'est l'aventure dont je suis le héros. Mm-hmm. Je ne sais pas si tu as la référence littéraire, c'était des livres dans les années 80-90 qui s'appelaient L'aventure dont vous êtes le héros. Oui. Et en fait, c'est ça. Je crois que ma vie, c'est ça. Donc j'avais une autre métaphore aussi qui était que la vie est une comédie dont j'ai le premier rôle. Mais c'est un peu ça. Donc, comment tu le traduis, finalement, d'être le héros de ta vie? D'être le héros de ma vie, c'est-à-dire que je m'estime responsable de mes choix, de ce que je vis, de ce que je fais. J'ai le libre arbitre de tout ça, de mes erreurs comme de mes succès. Il y a un côté un petit peu indépendant, un petit côté aussi où je crois que quoi qu'on fasse, finalement, on est seul, on est avec soi-même. On est entouré de gens et comme ça, mais finalement, on est seul. On était seul au départ à la naissance, on sera seul au final, au décès. Oui. Et en fait, c'est ça. Ma vie est un film et puis je suis le héros de ce film. Donc avec des notions de liberté, de responsabilité. Exactement. Et puis, ouais, je crois que c'est une notion aussi de conscience et de responsabilité. Finalement, je suis responsable de ce que je fais. Et par rapport à cette vie, justement, si tu peux nous en dire plus sur ton parcours personnel, professionnel, enfin, quelles ont été les étapes marquantes de ce parcours? Je suis une enfant, je dirais, que je qualifierais d'heureuse, même très heureuse. Je suis fils d'enseignant, donc mes parents avaient beaucoup de vacances aussi, donc on a pu faire beaucoup de choses. Mon père, surtout, était très partageant. C'était quelqu'un de très artiste, très sportif. Il nous a inculqué beaucoup de choses à ma sœur et à moi. Il nous a appris énormément de choses. Il a surtout passé beaucoup de temps avec nous. Il y avait vraiment un partage de temps. Et puis assez vite, en fait, moi, je me suis découvert une passion pour le dessin. Donc aussi, mon père avait une bibliothèque avec beaucoup de bandes dessinées dedans. Et très tôt, il m'a laissé, en fait, aller lire, même que je ne savais pas encore lire à l'époque, aller lire des bandes dessinées, donc des Lucky Luke, des Schtroumpfs, des Tintins.
Et puis en fait, très vite, à la fin de la lecture, j'avais envie de poursuivre le plaisir que j'avais d'être dans cet univers-là. Donc je me suis mis à dessiner ces personnages-là. Puis c'est trouvé que par chance, j'arrivais assez bien, le trait venait assez facilement. Et j'ai été assez vite reconnu dans mon entourage pour avoir quelques petites compétences en dessin. Et puis du coup, ça m'a jamais quitté. Je me suis toujours, voilà, le dessin était quelque chose qui m'a fait vibrer, qui était un refuge, c'était une occupation, un passe-temps. Toute mon enfance, je dirais, je me voyais dessinateur. En fait, dessinateur de bande dessinée, je ne voyais faire que ça. Après, assez vite aussi, durant l'enfance, je me suis découvert une passion pour le cinéma. Très vite, j'ai compris que c'était des acteurs qui jouaient un rôle, que c'était des scénarios et des choses comme ça. Et ça m'a passionné. Et alors, j'ai pas fait de cinéma. Par contre, j'ai fait beaucoup de théâtre. Ça fait une trentaine d'années que je fais des pièces de théâtre, que je joue dans des pièces de théâtre. Et je n'en ai pas du tout fait mon métier, finalement. Je n'en ai fait que comme hobby. Après, j'ai suivi un cursus scolaire, on va dire standard. C'est-à-dire que je me suis beaucoup ennuyé à l'école. Et puis ensuite, j'ai fait le gymnase, où je me suis aussi ennuyé, mais je ne savais pas trop ce que j'avais envie de faire. Et puis là, mon père, en fait, m'a dit, ouais, tu peux partir dans un de ces métiers artistiques, mais aie quand même un papier dans un domaine peut-être plus terre-à-terre, qui rapporte plus sûrement de l'argent. Donc, j'ai fait un apprentissage de dessinateur en génie civil. Ça ne m'a pas passionné du tout, mais je l'ai fait quand même. Et puis, à la fin de mon apprentissage, je travaillais dans une entreprise, un bureau d'ingénieur, où là, j'ai rencontré des gens vraiment assez fabuleux qui m'ont donné le goût du métier. Et j'ai fait ce métier pendant 11 ans. Avec plaisir. Mais il y avait toujours un petit peu cette volonté où j'essayais quand même de percer, surtout dans le dessin, et ça venait pas, ça marchait pas. J'ai fait pas mal de dessins, de logos, de travaux à la demande et tout ça, mais ça ne marchait pas. À 30 ans, j'ai eu mon premier enfant. À ce moment-là, j'ai décidé que je devais me positionner, parce qu'en fait, d'avoir ce petit rêve dans le dessin, qui n'aboutissait pas, ce rêve, je devenais malheureux. Plus ça allait de l'avant, plus j'étais malheureux, plus j'avais de regrets. Puis à 30 ans, je me suis dit, bon, maintenant, il faut que... Ouais, c'est la naissance de mon premier fils qui m'a fait un petit peu un électrochoc. Je me suis dit, maintenant, il faut vraiment que je me positionne. C'est soit maintenant, j'arrête tout, et puis j'essaie vraiment de vivre de cette passion, quitte à me casser la figure, soit je décide d'en faire juste un hobby. Et puis j'ai choisi la variante B, d'en faire qu'un hobby. Et à partir de ce moment-là, je pense que je me suis enlevé un poids sur les épaules. Je pense du coup, j'en attendais moins de moi. Et là, je suis devenu encore plus créatif. J'ai sorti 4 livres en auto-édition. Donc finalement, j'ai vécu mon rêve, mais sans avoir ce côté financier, ce côté j'ai besoin de ça pour en vivre. C'est vraiment quelque chose qui m'a aussi apporté un équilibre entre mon métier et mes passions. Et puis pareil pour le théâtre, beaucoup de théâtre, mais en amateur. Depuis 11 ans maintenant, j'ai quitté le génie civil. Je travaille à l'EPFL comme chef de projet en aménagement et je m'occupe de tout ce qui est aménagement des bureaux, des salles de cours, des restaurants, des laboratoires. Donc l'aménagement, c'est pas juste le mobilier, c'est également tous les travaux liés à la rénovation des sols, de la peinture et tout ça. J'organise, je planifie, je fais la gestion financière de tous ces travaux. Oui, et puis je dirais une passion qui s'est transmise, puisque j'ai eu la chance d'aller voir la pièce dans laquelle tu as joué avec ton fils. Donc mon fils cadet, Lucas, effectivement, me voit faire du théâtre depuis qu'il est tout petit. Et puis très vite, il m'a demandé si une fois on pourrait partager la scène. J'ai trouvé l'idée assez sympathique. Donc j'ai mis déjà quelques années avant de trouver une pièce. Je voulais pas juste une pièce où il y ait un petit rôle d'enfant de 2-3 répliques. On en trouve pas mal de pièces comme ça. Mais je voulais vraiment une pièce où on se retrouve d'égal à égal. J'en ai trouvé une très sympathique, une comédie, quelque chose de léger, de sympa. On a mis ça sur pied et joué ça il y a quelques mois. Et puis c'est vrai que lui s'est éclaté, il s'est révélé. Et je pense qu'il va continuer à faire du théâtre. C'est marrant même d'un point de vue dessin, c'est aussi. Mon fils cadet aussi, il dessine beaucoup. Donc là aussi, pas du tout dans le même style que ce que je fais. Moi, je suis style bande dessinée, lui est plus un style manga. Il a cette fibre artistique que n'a pas du tout le premier, en fait. Mon premier fils, Mathieu, n'a pas ça, mais je l'aime quand même. Quand je te dis l'art de connecter, qu'est-ce que ça signifie pour toi? L'art de connecter, pour moi... Alors bon, effectivement, il y a le mot art. Donc, je pense de toute façon, quand on fait de l'art, il y a une connexion. On a soi-même avec soi-même, déjà. Je pense que ça passe avant tout par ça. Et puis après, mine de rien, ça passe aussi par la connexion qu'on fait avec les autres. C'est-à-dire qu'une œuvre d'art, peu importe, soit du théâtre, soit du dessin, de la peinture, c'est fait pour être montré aussi, c'est fait pour être partagé. Dans ce cas-là, ouais, je trouve que c'est 2 mots qui vont bien ensemble, en fait.
Tu as bien choisi le titre de tes podcasts. Je fais référence à une invitée que j'ai eue, que j'ai trouvé très intéressant, qui m'a dit que finalement, notre monde relationnel, c'était notre œuvre d'art, qui peut être belle ou moins belle. Hein. Effectivement, c'est une définition qui est assez intéressante. Ouais. Et par rapport à ton art à connecter, comment tu le définirais? Par rapport au dessin et aussi à la scène, je dirais le point commun entre les deux activités, c'est l'humour. Je fais des dessins humoristiques et je fais du théâtre d'humour. C'est vraiment très vite, l'humour pour moi, c'est une valeur haute. C'est vraiment quelque chose que je trouve important. Je pense que c'est mon papa qui m'a inculqué ça, sans le vouloir. Mon papa était quelqu'un de très spirituel et je voyais qu'il y avait des amis, qu'il y avait de la famille et comme ça, c'était quelqu'un qui avait toujours le bon mot. C'est pas le raconteur de blagues, le tonton lourdin qui raconte les blagues comme ça. Non, c'est vraiment, il avait une vivacité d'esprit et puis tout de suite, il trouvait le bon mot et puis ça faisait rire les gens et tout ça. Et je voyais qu'en riant, en fait, il l'admirait. Il y avait une forme d'admiration. Et moi aussi, j'étais fier de dire, ah, mon papa, il est drôle et il est... Donc, il y avait un côté pour soi, je trouve. Quand on fait rire les autres, il y a un côté très bon pour l'ego. Mais il y a aussi un côté, on donne du plaisir. Les gens qui rient, ils ont du plaisir en général. Même quand on vit, par exemple, des périodes dramatiques, même dans le cas d'un décès ou d'une chose comme ça, tout d'un coup, une blague, un bon mot peut faire l'espace de 10 secondes oublier la douleur qu'on peut ressentir dans un décès. Mon papa, justement, dont je parle, est décédé jeune. Il est décédé à 47 ans, l'âge que j'ai aujourd'hui. Je me souviens que jusque-là, il y a une tradition en Suisse, je ne sais pas si on l'a ailleurs, mais quand il y a un enterrement, après, on a ce qu'on appelle le thé ou l'apéro. Et jusqu'à ce que je le vive, pour mon papa, je trouvais même un petit peu indécent, voire obscène, que juste après qu'on ait mis le cadavre en terre, on ait boire des verres et fêter ça comme si de rien n'était. C'est vraiment une tradition que je ne comprenais pas. Et je l'ai comprise au décès de mon père. Parce que justement, dès qu'il est parti, c'était pas juste boire des verres comme ça. Non, on a parlé de lui, on a ri. Tout ce rire sur le moment a fait, voilà, c'était des petits pansements qu'on mettait sur la douleur. Donc, ouais, je pense que le rire, c'est du plaisir, c'est un pansement. C'est ça, en fait, que je souhaite communiquer aux gens. Ouais, il n'y a rien qui me fait le plus plaisir que les gens qui disent ton dessin m'a fait rire. Ou bien quand on joue, d'entendre les rires dans la salle, ça c'est le top. Voilà, exactement. Vraiment... C'est l'idée vraiment de donner du plaisir. Oui. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Tout à fait, tout à fait. Ça résonne beaucoup. Hein. Quand moi, j'ai aussi, comme tu sais, perdu mon papa quand j'étais jeune. Et j'avais la même perception de cette verrée que je ne comprenais pas et qui finalement, avec le recul, je me suis rendu compte déjà que les gens qui étaient là, c'était vraiment des gens importants. Avec qui je connecte encore aujourd'hui, qui restent, on va dire, des amis d'enfance, des gens avec qui j'ai vraiment un lien particulier. Et c'est vrai que ça, je trouve que c'est intéressant. Comme tous les invités, tu as passé la roue relationnelle, également les auditeurs-auditrices. Qu'est-ce que ça t'a dit de faire cet outil Est-ce que tu serais d'accord de partager sur ta roue? Alors, sur le principe, j'ai trouvé intéressant. Ça fait un petit point sur où on en est sur certains sujets. Bien que je sois dessinateur, ma roue n'est absolument pas esthétique d'un point de vue graphique. Vu que je suis dans la technique aussi, elle est absolument pas non plus efficace d'un point de vue technique. Ma roue est cabossée, il y a rien qui joue. Mais voilà, si on va prendre le point, le moins, où j'ai la note la plus basse, qui est le point oser dire non. Alors, oser dire non, c'est un des drames de ma vie, comme ça peut être finalement quelque chose qui m'a amené à de nombreuses découvertes. Depuis tout petit, je n'ose pas dire non à toutes les sollicitations, bonnes ou mauvaises. Alors, on s'entend, je n'ai pas fait non plus tout et n'importe quoi. Je sais dire non quand vraiment il ne faut pas parce que j'ai des valeurs comme ça. Mais disons que ne pas oser dire non, c'est s'oublier quand même assez souvent, au détriment, au profit de l'autre. Alors, des fois, c'est très bien. Il y a plein de fois, on n'ose pas dire non simplement parce qu'on a peur de déplaire, on a peur de ne pas être aimé, ce qui est mon cas bien souvent. Je travaille là-dessus pour essayer d'oser et puis finalement savoir ce que je vaux et finalement ne pas plaire juste pour ça. Est-ce que c'est finalement pas si grave? Par contre aussi, de ne pas savoir dire non m'a amené à en fait avoir des expériences assez enrichissantes, de découvrir des mondes, de découvrir des gens, de découvrir des environnements que je n'aurais pas connus grâce à ça. Donc non, tout n'est pas négatif là-dedans. Mais quand même, je travaille pour plus savoir
Trouver le bon équilibre. m'affirmer, trouver le bon équilibre. Voilà. Le problème, c'est l'équilibre. De toute façon, je crois que c'est un des problèmes. Une petite aparté comme ça. Pour moi, une des phrases que tu m'as demandé par rapport à la métaphore, parce que c'était une métaphore qui devait me représenter, mais moi, il y a une autre métaphore que j'emploie depuis, je pense, 25 ans et qui est pour moi une métaphore très juste de la vie. C'est la dose fait le poison. C'est un prof de sciences ou de chimie, je crois, qui nous avait dit ça. Et je trouve que c'est une phrase qui est extrêmement juste. Tout peut être bon, tout peut être mauvais, tout dépend de la quantité, tout dépend du dosage. Et le plus dur, c'est de trouver justement cet équilibre. Et sur dire non, c'est ça. Sur tout, en fait, c'est vraiment ça. Et ça me parle d'autant plus que je crois que je suis quelqu'un, en fait, si je devais me donner un autre qualificatif, je suis quelqu'un souvent qui est trop. Je peux être trop gentil, mais comme je peux être des fois trop généreux, mais des fois je peux être très égoïste aussi. Je suis assez peu dans l'équilibre. Je peux être très bavard, comme c'est le cas maintenant, comme je peux être très taiseux aussi. Je fonctionne beaucoup dans les extrêmes. Enfin, les extrêmes à mon goût, en tout cas. Mais j'ai toujours en tête ce dosage qu'il faut essayer de trouver et qui est compliqué. Et par rapport à ce que tu dis, ne pas oser dire non avec la peur de ne pas être aimé. Hein. Donc, si je dis non, je suis pas cool. C'est ce que m'a dit mon fils il y a quelques temps quand on parlait du non. Ben, on sait que le monde relationnel, il est bardé de croyances. Hein. Et toi, à titre personnel, est-ce que tu as dû, dans ton parcours, casser ou peut-être assouplir certaines croyances que tu avais? Bien sûr. Effectivement, je pense que si on avait fait cet entretien il y a 20 ans, les réponses auraient sûrement été différentes. Je pense qu'il y a plein de choses qui ont évolué. J'ose espérer dans le bon sens, d'autres pas, effectivement. Mais oui, les croyances, alors par rapport au non, il y a effectivement cette croyance-là. En fait, ce qui est terrible, c'est qu'intellectuellement, je connais les réponses. Et je sais que, en disant non, je ne vais pas forcément être mal aimé. Le problème, c'est que d'un point de vue émotionnel, c'est une chose. Oui. Il y a le petit enfant qui sommeille au fond de moi, il a de la peine encore. Le moi émotionnel n'arrive pas à se raccorder avec le moi intellectuel. Je ne sais pas si ma phrase tient debout. Non, mais tout à fait. Cette croyance qu'on porte du non qui fait qu'on ne sera pas aimé parce qu'on a dit non. Et moi, ce qui est paradoxal, c'est que j'accepte très bien le non. C'est-à-dire que quand on me dit non, je l'accepte en général sans aucun problème. Parce que je crois que j'ai un trait de caractère, je suis très empathique. Je crois que j'ai une capacité aussi vraiment à me mettre à la place des gens. Donc, quand quelqu'un me dit non, en fait, avant même qu'il me l'explique, souvent, je comprends pourquoi il m'a dit non. Même souvent, quand je pose la question, je me dis, ouais, là, ça va sûrement être un non, mais parce que j'ai déjà fait le cheminement dans ma tête. Et du coup, je pense que quelqu'un, vous pouvez bien me dire non, il n'y a pas de souci. Je ne vais pas me fâcher, je vais souvent le comprendre. Et même si je ne suis pas d'accord, je peux vraiment discuter avec les gens en n'étant pas d'accord avec eux. Par contre, j'ai peur qu'ils ne soient pas avec moi. C'est assez marrant. C'est peut-être une forme d'arrogance, finalement. Je ne les crois pas capables d'être aussi empathiques que moi, je ne sais pas. Mais, possiblement. Voilà. Après, je m'étais posé la question que souvent, les personnes qui n'osent pas dire non, elles n'osent pas non plus demander. Effectivement, je demande peu. Je crois que je suis assez peu demandeur. Mais peut-être qu'on n'ose pas demander, parce que je fais partie du même club, on va dire, parce qu'on sait qu'on ne veut pas mettre la personne dans cette situation de ne pas oser nous dire non, ou qu'on a peur de déranger. Alors, je n'avais jamais pensé au truc de ne pas le mettre dans cette situation. Il faudrait que j'y réfléchisse. Je n'ai jamais pensé à ça. Par contre, peur de déranger, ouais, bien sûr. Après, c'est éducationnel aussi. Hein. Éducation dans le canton de Vaud, où je crois que la phrase type, c'est « il ne faut pas faire de vagues, il ne faut pas déranger, il ne faut pas se faire remarquer ». Donc, c'est très protestant, austère et tout ça. Donc, ouais, ça, je pense, ça vient de ça. Mais oui, c'est intéressant. Je te dis l'exemple parce que moi, j'ai vécu en Amérique latine, j'ai vécu en Espagne. Et j'ai des amis argentins qui n'ont aucun problème à demander. Et quelque part, je me dis, on voit vraiment la différence aussi culturelle à ce niveau-là. Oui, c'est fou. Et même moi, si on vient me demander des fois des choses, parce que j'ai aussi des amis brésiliens, par exemple, et qui peuvent très facilement demander, et que tu me demandes, ça me semble tellement logique, en fait, qu'ils m'aient posé la question, et ça me fait plaisir de leur rendre service et tout ça. Mais l'inverse, moi, je ne vais jamais demander service. Parce que, je n'ose pas. Cette peur de déranger, cette peur de... Mais peut-être aussi, pour moi en tout cas, peut-être aussi une peur, c'est un aveu de faiblesse, tu n'arrives pas à le faire toi-même. Mais des fois, c'est même grotesque, même aujourd'hui, à mon âge, de trucs que je n'ose pas demander. Je ne sais pas si c'est là-dedans, mais j'ai un exemple pas plus tard qu'hier après-midi, un petit moment avec mon fils dans un petit room avant une séance qu'il devait avoir pour lui.
On est dans le tea room, un tea room que je ne connais absolument pas. On se prend un croissant, un machin, un truc, un petit thé. Je vois sur une étagère des livres sur la gastronomie. Et ça avait l'air d'être des beaux livres. Ces livres étaient sous un papier cellophane. Et puis je montre ça à mon fils, et mon fils cadet, justement, Lucas, qui veut faire cuisinier comme métier. Donc il voit ça, il dit: ah papa, t'as vu un livre sur la gastronomie, ça a l'air intéressant. Je dis: ouais, c'est bête, il n'y a pas d'exemplaire de consultation. Puis il fait: bah demande. Et j'ai pas osé demander. Et j'ai 47 ans et je gère des chantiers, je gère des projets, et voilà. Et la personne est venue nous servir le thé, comme ça, puis il est reparti, puis mon fils: t'as pas demandé? Non, j'ai pas envie. Mais, ouais, peur de demander. Alors, un truc En fait, je souris basique, parce que bête, ça quoi. me fait tellement Hein. écho ce que tu dis. Ok. Donc, Bon, alors, je suis pas le seul. Non, non, alors je... Parce qu'en plus, mais je m'aime pas, en fait, dans ce genre de cas. Je me trouve ridicule, je me trouve. Ça, c'est la case d'à côté, c'est l'estime de moi est assez basse dans ce genre de moment. Parce que je dis: non, mais posez, demander un truc. Parce qu'au pire, il me dit non. Oui. Non, on n'a pas d'exemplaire. Et puis, vu que en plus j'accepte bien le nom, je comprends qu'il n'a pas envie non plus d'ouvrir le cellophane du truc. Je pourrais. Tout à Mais je fait sais le pas. comprendre, ouais. Mais je crois que j'ai pas envie d'entendre ce nom, effectivement. Oui. Mais je sais pas. Et pourtant, on dit qu'à pas demander, le nom, on l'a déjà. Ouais, c'est ça. Ouais, clairement. Et mais là, on revient sur ce que je disais avant, le côté intellectuel de tout ce qu'on sait, et le Oui. côté émotionnel où on n'arrive pas à appliquer en fait tout ce qu'on sait. Et ça, c'est. C'est des fois compliqué d'avoir la connexion entre les Ah deux. ouais. 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 C'est là qu'il faudrait que ça se connecte. Là, il faudrait qu'il y ait l'art de se connecter en fait entre l'intellectuel et l'émotionnel. Et ça, c'est. C'est très juste, ouais, hein, ouais. et c'est un travail de tous les jours et un travail permanent parce que on a toutes ces croyances, on a tous ces codes en nous et c'est comment on arrive à peut-être des fois les casser ou les changer pour pouvoir être plus aligné. Et c'est bête de ne pas les casser parce que les quelques fois où on arrive à les casser, on se sent tellement bien, fier de soi, on se sent mieux. Et que finalement, j'arrive peut-être une fois sur 10 à le faire, cette demande. Alors que finalement, chaque fois que je l'ai fait, ça s'est bien passé. Oui. Et même si on m'a dit non, j'étais même content d'avoir posé la question et d'avoir eu un vrai nom et pas un nom qui était imaginé, fantasmé ou comme ça. C'est un bel apprentissage en tout cas, ça me fait bien réfléchir sur cette notion de oser demander. Ouais. Je le dis dans le lancement, hein, que le monde relationnel, il peut être très beau, il peut être magnifique. Parfois, ça peut être très compliqué. Et là, j'en viens à des conflits. Moi, ça me fait rire parce que parfois, quand je vais dans des séances, je dis: mais qui c'est qui rencontre des conflits aujourd'hui? Personne ne lève la main. Alors que je pense qu'on a tous des conflits de manière assez régulière, des conflits qui ne sont pas vraiment ouverts, hein, même des conflits latents. Et j'aimerais bien que tu partages avec nous un conflit marquant que tu as dû affronter d'une manière ou d'une autre et comment ça s'est passé pour toi? Qu'est-ce que tu as mis en place par rapport à ce conflit? Alors, j'ai remarqué que par rapport au conflit, et peut-être comme beaucoup de gens, finalement, les plus grands conflits, c'est avec les gens les plus proches. Je pense que j'ai une très bonne gestion du conflit dans le cadre professionnel. Je pense aussi que je me mets dans une posture ou dans un rôle. Je me suis fixé que typiquement, dans le cadre professionnel, je ne m'énerve pas. Et c'est vrai, je crois que aux yeux de beaucoup de mes collègues, je suis un type hyper calme, qui a le sang-froid, qui maîtrise ses trucs, même si des choses peuvent me faire bouillonner. Mais même, je crois que même je bouillonne peu. Parce que j'arrive, je crois vraiment à avoir ce pas de recul ou cette vision un petit peu plus, le zoom arrière comme ça, qui fait que vraiment je suis un très bon collègue comme ça, parce que je crois que je m'énerve peu. Mais voilà, peut-être dans les relations privées, c'est plus compliqué. Alors, c'est clair, les disputes avec ma femme, les disputes que je peux avoir avec les enfants. Mais sinon, dans des disputes très fortes que j'ai pu avoir, c'est avec ma sœur. D'accord. Ma petite sœur de 2 ans, ma cadette. Bah voilà, durant toute mon enfance, on a vécu ensemble et en plus on jouait très souvent ensemble. On avait le même cercle d'amis et tout ça, donc on est très complices, puis en même temps, mais toujours c'est entre chien et chat, quoi. Il y a toujours eu le côté un peu amour-haine avec ma sœur et tout ça. Et même adulte, pendant longtemps, en fait, ma sœur, en plus, depuis 20 ans, elle habite en Belgique, elle a déménagé. Donc, je la vois beaucoup plus occasionnellement que si elle habitait ici. Et pendant longtemps, je pense même chaque fois, en fait, qu'on se voyait, on arrivait à se quereller. Et pour des trucs bêtes, mais souvent des trucs qui rappelaient, je pense, l'enfance, des trucs qui nous agaçaient déjà petits et qui revenaient. Et je me souviens d'une dispute surtout, une fois on était partis en vacances dans le sud de la France et on s'est disputé, mais c'était
Les vacances ont failli s'arrêter là, en plein milieu. Ouais, elle a commencé même à faire sa valise pour s'en aller, partir avec ses enfants et tout ça, et que ça allait pas. Une dispute vraiment violente verbalement. Je pense à cette dispute-là, et en fait, les outils, je crois qu'à un moment donné, c'est moi qui ai lancé la dispute, parce que il y avait quelque chose qui ne me convenait pas dans le comportement et tout ça, et puis du coup, j'ai aboyé, j'ai mordu, et comme ça. Du coup, elle a surenchéri. Et en fait, elle a surenchéri, je pense, tellement fort que j'ai complètement cassé le truc. Où je suis revenu à un ton calme et tout ça. Et je pense que ça a réussi à faire redescendre la pression. Mais je peux pas parler de technique, parce qu'en fait, je connais peu les techniques. J'utilise ce qui me semble être juste sur le bon moment. Ouais, peut-être c'est juste qu'effectivement, plus on crie, plus ça va crier, en fait. Donc, Ouais, cette notion de désamorcer, désamorcer de couper le le truc. courant Voilà. avant que ça prenne une ampleur Exactement. destructrice. Exact. Ou, Et ça a permis qu'au final, le ton est redescendu, on a pu discuter, et ce qui est super agréable avec ma sœur quand on n'est pas d'accord, c'est que ça peut toujours monter, mais on peut toujours redescendre, et on arrive toujours, il n'y a pas de non-dit, je ne crois pas qu'il y en a un qui renonce à un moment donné sur le sujet. On peut toujours ne pas être d'accord, mais en général, on arrive à faire un pas, mais effectivement, ce désamorçage... C'est un bel outil, hein. Ouais. D'ailleurs, te demander quels sont les outils que toi tu utilises de communication aujourd'hui, que ce soit avec tes fils, avec ton épouse, au travail. Est-ce que tu peux nous en dire Comme je disais, c'est dans mon travail où je le fais le mieux, c'est le pas en arrière. C'est vraiment à un moment donné, c'est sortir presque si on était dans une bulle de conflit, c'est sortir de la bulle et puis regarder la bulle juste d'un pas en arrière. Puis se dire, bon. Et en fait, c'est toujours voir un but. Le but n'est pas le conflit, mais vers quoi on veut aller. J'ai une valeur qui est très forte pour moi. J'aime beaucoup la sérénité dans les rapports entre les gens. Peut-être c'est encore lié avec le fait de vouloir être aimé. Je sais pas, mais ça, c'est un autre. Mais donc, le truc, donc, c'est vrai qu'en général, je vais quand même très vite essayer de désamorcer, en fait, le conflit. Soit autant avec mon épouse, avec mes enfants. C'est que, ouais, avec mes enfants, même plus petits, ça crie et tout ça. C'est, je te punis dans ta chambre. Mais je crois qu'il n'y a pas 5 minutes qui s'écoulent où je vais dans la chambre et on se pose. Et quitte à dire, ouais, j'avais pas à te crier dessus comme ça à ce moment-là. Mes cris étaient disproportionnés. Et ensuite venir sur le sujet, mais de l'aborder autrement. Ouais, souvent, je commence par admettre mes torts dans une dispute pour ensuite discuter du problème et dire ce qui m'a dérangé. Et des fois, j'ai complètement tort et puis je crois que je reconnais assez bien. Je crois que c'est une de mes qualités. Je reconnais assez bien. Après, j'arrive pas toujours à corriger, mais au moins, je reconnais. C'est toujours fondamental de Ouais. pouvoir prendre sa part de responsabilité dans Ouais. ce qui se passe. Et parfois, il y a des gens qui n'y arrivent pas. Enfin, en tout cas, de mon expérience professionnelle, c'était toujours le pas le plus difficile, c'est de prendre sa part de responsabilité. Ne veut pas dire que l'autre a fait tout juste. Non, clairement. Mais ça, c'est compliqué. Moi, j'ai toujours un peu cette phrase, mais je crois que même c'était mon père qui avait toujours dans des conflits, c'est 50-50. Alors, même si, à mon avis, la responsabilité n'est pas toujours égale, mais de toute façon, on a un peu tort. Et en fait, ça fait du bien, je crois, de l'admettre. Et de l'admettre et de l'admettre à l'autre. Parce que là aussi, il y a un tas de gens qui peuvent se l'admettre, mais qui ont une fierté de ne pas l'admettre à l'autre. Mais c'est aussi important d'entendre, en fait, les excuses, ou si ce n'est pas des excuses, mais disons que le repentir, ou juste que l'autre... C'est vrai qu'il y a un livre qui s'appelle Les excuses en médiation et on voit à quel point c'est puissant ce terme d'excuse. Elle ne veut pas dire qu'on prend sur soi tout ce que l'autre pense de nous en s'excusant. Et puis le côté aussi important, c'est s'excuser, mais je m'excuse, mais ça c'est compliqué. Moi, c'est un truc qui passe un peu mal. Ça ne veut pas dire que je m'excuse, comme tu dis, que j'ai tort sur tout. Des fois, le mais, il est trop, parce que finalement, c'est je m'excuse, mais, puis après, blablabla, bla, et puis on repart dans un truc. Il faudrait éviter les mais. Oui, on dit toujours le mais annule tout, en fait. Tu dis quelque chose et le mais vient annuler ce que tu as dit avant. Donc, il y a d'autres manières de le dire, comme et en même temps, ça passera mieux que le mais. Mais beaucoup de gens emploient le mais. Et je le fais aussi. Oui, alors c'est naturel, mais c'est vrai que dès qu'on prend un peu le pli d'arrêter ces mais, on voit qu'on crée autre chose. Effectivement, pour revenir dans le truc de désamorcer, mais ouais, baisser le ton, pas crier, pas injurier, pas. Après, on parle même pas des violences physiques parce que ça n'a pas lieu. Mais c'est un truc, ouais, au boulot, je crie bien parce que mais peut-être parce que aussi ça me touche moins en fait. D'affect. C'est ça. C'est complètement ça.
On arrive gentiment au terme de cette interview. Est-ce que tu pourrais partager un livre qui a été une ressource pour toi, ou un podcast, ou quelqu'un que tu suis, qui te permet de te recentrer ou qui t'aide aussi parfois à être mieux dans ce monde relationnel? Pour ça, je pense que je suis pas le super bon client parce que je peux voir des choses, je peux voir bêtement sur les réseaux, des choses comme ça, c'est réel, ces petits trucs où il y a de temps en temps une petite phrase inspirante, un petit truc, et puis c'est très bien, mais c'est assez vite oublié. C'est vrai que j'approfondis pas, puis je devrais plus écouter ce genre de choses et plus lire, mais c'est vrai que je le fais pas. Je reviens à ce que je fais, des choses avec des illustrations, avec des dessins. Alors pas de la bande dessinée pure, mais j'ai une jolie collection d'illustrations, je crois que ça s'appelle les cahiers dessinés. C'est très éclectique, il y a vraiment tout type de dessin. Et autant, j'en ai un que Victor Hugo, par exemple, était un très bon dessinateur, très bon illustrateur. Il faisait des portraits qui étaient assez époustouflants. Et après, d'autres illustrateurs qui, Sampé, par exemple, qui faisait des dessins humoristiques très bien, mais il faisait aussi du dessin sans humour, comme ça. Ouais, je me ressource beaucoup dans l'image, dans le dessin, dans le trait. Non, désolé, je n'ai pas d'autres. Non, mais alors c'est très bien. Non, hein, ton c'est ce qui podcast, te... bien sûr, qui est fabuleux. Ah, je te remercie. Je te remercie. Non, mais c'est vrai que, comme tu dis, hein, on se recentre, on se ressource. Il y en a qui vont se ressourcer par la musique, qui les aide à justement prendre un peu de recul ou à se faire du bien quand ils vivent des choses qui ne sont pas toujours très cool dans les relations ou dans leur Alors, l'autre vie. biais que j'aurais, c'est en fait, je vais me balader. Je vais me balader seul en forêt. J'habite en campagne, donc la forêt est juste à côté d'où j'habite. Et ouais, ça, c'est. Je dirais même c'est encore plus ressourçant. Et puis en plus, ça fait bouger un petit peu. Donc, Oui, ouais. ouais. Je suis assez interne pour ça. J'aime bien lire 2-3 trucs piqués, mais je suis. Voilà. Mais c'est très bien. Est-ce que aujourd'hui, si on a envie d'acheter ton livre ou on a envie de te suivre, comment on fait? Alors, je dirais principalement sur Facebook, sur mon profil Alain Delaloy. Sur Instagram aussi, j'ai une page, c'est Alain des Dessins. J'avais un blog un temps, mais voilà, les blogs, je crois que c'est ringard, ça n'existe plus, je ne sais pas. Mais voilà, sur ces 2 pages. Et donc, par ce biais qu'on peut être informé d'une prochaine pièce de théâtre. Et ou... ce genre, exactement. Donc, principalement par ce biais-là. En tout cas, un grand merci. Merci à toi. Très riche. Et puis à bientôt. Alors, à tout bientôt. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'être resté jusqu'au bout de cet épisode. Et comme toujours, je vous encourage à me laisser des témoignages, me poser des questions, soit sur ma boîte vocale, dont vous trouverez le lien dans les notes de l'épisode, ou par email sur mon adresse sandrine@l'artdeconnecter.com. Et bien évidemment, je serais ravie, si mon concept vous plaît, que vous puissiez me soutenir en parlant autour de vous de l'art de connecter, en me mettant des avis et des petites étoiles, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas non plus à partager ce qui vous a plu sur les réseaux sociaux pour permettre à un maximum de personnes de découvrir l'art de connecter. Et enfin, prenez le temps de parcourir mon site internet l'artdeconnecter.com où vous allez pouvoir découvrir mes différents services en lien avec l'outillage de la communication, la connexion et les compétences relationnelles. Je vous dis à très bientôt. Pour moi, l'art de connecter les gens, c'est de connaître les forces et les faiblesses de chacune des personnes de son réseau, amis, collègues, famille, et de savoir qui serait leur meilleur complément pour un projet, un problème, une envie. Il faut oser dire ce qu'on pense. L'art de se connecter, c'est rapprocher les civilisations. Connaître pour mieux unir.